Au cours des années mouvementées, un livre de voyage a vu le jour. De toute sa vie, il a arpenté la moitié de la Chine. Bien qu'il ait subi de rudes épreuves, il a écrit, de sa vie, une légende dans l'histoire de la géographie. La province du Yunnan doit son nom à sa localisation au sud du mont Yunling. Dans l'Antiquité, le Yunnan était appelé terre barbare, qui recelait d'innombrables inconnus et dangers. Les empereurs successifs considèrent tous l'exil au Yunnan comme l'une des plus lourdes peines à infliger à leurs mandarins fautifs. La collection complète des 4 bibliothèques, achevée en 1782, mentionne « Le Guizhou et le Yunnan sont déserts et reculés ». Il y a peu de livres de géographie sur ces régions. Autrement dit, le Yunnan était une terre très reculée, peu d'ouvrages géographiques existaient sur lui. Or, un voyageur, vers la fin des Ming, pénétra en cette terre interdite à la vie. Il séjourna pendant 2 ans et écrivit une note de 250 000 caractères. La collection complète des 4 bibliothèques donna une haute appréciation au récit de voyage de cet explorateur. Ce livre décrivit en détail les monts et les vaux. Il peut être utilisé comme référence. Ce voyageur s'appelait Susiakreu. Il fit des voyages au prix de sa vie. Aujourd'hui, nous le considérons comme le pionnier de la géographie contemporaine chinoise. Susiakreu mit 34 ans pour écrire ses récits de voyage. Ce livre est un célèbre ouvrage de géographie. Susiakreu 是在1638年5月份进入的云南，在完成了地理论文《盘江考》的时候呢，他已经是在云南游历了半年之久。 Depuis la première notation écrite, le Yunnan fut dénommé région du miasme. Les anciens s'interdirent d'y aller. En 1301, une armée importante s'infiltra discrètement dans la forêt au fin fond du Yunnan. Cette armée fut dépêchée par l'empereur Chenzong des Yuan, qui avait auparavant gagné d'innombrables batailles sans en perdre une seule. Son but consista à s'emparer de l'actuel Xishuangbanna. Du coup, l'atmosphère dans la région était tendue et la guerre risquerait d'éclater à tout moment. Cette puissante armée venue du nord ignorait qu'à mesure qu'elle avançait, sa défaite semblait inéluctable. Très vite, cette armée fut mise en déroute, laissant d'innombrables cadavres dans la brousse du Yunnan. Or, ce qui eut vaincu cette armée de fer ne fut pas des armes les plus sophistiquées, mais le miasme, omniprésent dans la région. Selon des registres historiques, cette vaillante troupe, surprise par le miasme, perdit 80% de ses hommes, avant même d'avoir engagé le combat.
quel fut ce miasme dévastateur qui inspira la peur aux gens? Susiacreux a-t-il rencontré le même problème fatal? À propos du miasme, le dictionnaire du chinois contemporain donne l'explication suivante. L'air humide et chaud dans les forêts tropicales peut rendre les hommes malades. Le Yunnan est sillonné de fleuves et de rivières et possède de grandes étendues de forêts vierges. En outre, il fait très humide et il y pleut abondamment. Ce climat favorise l'apparition de cet air fatal. Mais l'air humide et chaud explique-t-il à lui seul la légende du Yunnan, terre fatale?我们的瘴疠啊，那么就是指的一些亚热带或者是热带的一些传染性疾病的一个统称啊。从现代医学的角度上来说，疟疾啊、登革热啊、鼠疫啊、伤寒啊，说古代人的话就把这些统称为瘴气。À l'époque, Susiacreux commença à sentir les effets du miasme. Dans ses récits, nous pouvons voir que Su ne se sentait pas bien. Physiquement, 6 mois après son arrivée dans le Yunnan, à ce moment-là, il avait déjà dépassé la cinquantaine. De surcroît, le voyage le fatiguait. Le miasme omniprésent dans le Yunnan pourrait lui être fatal à tout moment. Dans la description donnée par Susiacreux, le Yunnan présentait 2 aspects fortement contrastés. D'un côté, il y avait des paysages originaux et des riches reliefs, et de l'autre, Susiacreux appela le Yunnan terre gravement infestée par le miasme. Pourquoi le Yunnan devint-il jadis une terre aussi déshéritée? 那么一般都在北纬25度到32度之间啊，这么一个分布，这么一个范围啊，所以说它比较适合于像安蚊啊、伊蚊啊这些病原微生物的生长和生活，所以说这些地方的话，它的这个发病率就会比较高。 Dans des formules antiques de la médecine chinoise, nous avons découvert qu'il existait déjà à l'époque des formules traditionnelles pouvant soulager l'intoxication par le miasme. Ce qui est dommage, c'est que pour Susiacreux, qui était en difficulté financière, consulter un médecin était pour lui un luxe inabordable. Il fut contraint d'adopter des moyens de bord pour soulager sa fatigue et son malaise physique dû au long voyage. Le moyen le plus souvent utilisé était le bain à la source thermale. Le Yunnan est riche en ressources thermiques. Susiacreux consacra beaucoup d'encre pour décrire les sources thermales. Il s'exclama « L'eau est limpide comme l'émeraude ». Le bain à la source thermale lui permit-il de résister aux assauts du miasme? 从咱们徐霞客的这个游记里头可以看到，他经常洗浴温泉，实际上他就是做到了一个这个切断传播途径。咱们平时的消毒啊，目前这个现代医学上面所说的消毒啊。 Inconsciemment, grâce au bain à la source thermale au Yunnan, Susiacreux, dans une certaine mesure, a pu se protéger et poursuivre son périple dans le sud-ouest. Cependant, pour Susiacreux, dépourvu de protection médicale et sanitaire, le Yunnan, terre du miasme, était dangereux. Cela constitua de grands dangers pour lui durant son voyage ultérieur. Décembre 1638, Susiacreux partit de Wuding, Yunnan, pour se rendre à Yuanmo.
Dans les annales intégrées du Grand Empire Ming, un seul petit passage de 36 caractères fut consacré au district de Yuanmo. Or, Yuanmo revêtit une importance capitale pour le voyage de Su au sud-ouest. Cette signification se révéla plus tard au cours de son voyage. Aujourd'hui, le district de Yuanmo est devenu une célèbre destination touristique. Les amoureux de voyage venus dans la région ont tous inscrit dans leur programme la visite d'un restaurant du poulet froid, estimant que ce lieu est à ne pas manquer. Ce dernier existe depuis un siècle et ses affaires marchent à merveille. Si on remonte dans le temps, Yuanmo avait un autre aspect il y a 400 ans. Si on dit que le Yunnan fut une terre du miasme, Yuanmo fut alors la plus dangereuse. Dans son chant du district de Yuanmo, Yang Shen, érudit sous les Ming, nous fit cette description. En regardant le district de Yuanmo au loin, on voit des tombes se succéder les unes aux autres. Dans les monts et les vaux, le miasme abonde. Peu de mandarins ont pu revenir sains et saufs. Qu'est-ce qui inspira la peur aux gens à l'époque ? Yuanmo est situé au bord de la rivière Zinsha dans une vallée aride où règne la chaleur. Cette localisation particulière, avec une température moyenne annuelle de 22 degrés, profite bien aux moustiques et insectes, si bien que le paludisme et d'autres maladies tropicales y font des ravages. Malgré cela, bravant les dangers et l'éloignement, Susiakreux était déterminé à se rendre dans cette région. Le jour où il posa le pied sur cette terre, il commença la plus grande exploration de sa vie, remonter le fleuve Yangtze jusqu'à sa source. Le 30 octobre 2009, la zone paysagiste de Trulin, Yuanmo, a reçu à nouveau un groupe de touristes. Ici, on ressent un monde primitif qui remonte à très loin dans la haute antiquité. En 1638, tout comme les touristes ici présents aujourd'hui, Susiakreux s'est trouvé stupéfait devant le spectacle qu'il découvrit sous ses yeux. Il utilisa les expressions sable d'or, lumière dorée, pour qualifier le miracle géologique en ces lieux. Susiakreux ne se serait pas imaginé que des siècles plus tard, ce paysage stupéfiant pour moi serait appelé Yardang par les géologues d'aujourd'hui. Yuanmo 带给徐霞客的不仅仅是壮丽的地质奇观，而且同时呢，也是让人难以忍受的气候以及旅途的艰难。在他的技术当中呢，穿越元谋的时候啊，流沙莫足，可以想象这一段路途是多么的艰辛。La dépression de Yuanmo est une vallée aride où règne un climat chaud avec seulement un niveau de précipitation de 616 mm en moyenne par an. Or, la température maximale peut atteindre 50 degrés. C'est pour cette raison que les anciens utilisaient l'expression vent chaud diabolique pour qualifier cette région. Pour Susiakreux et sa suite, en 1638, ces conditions climatiques étaient plus meurtrières. À l'époque, après avoir voyagé pendant plus d'un an, faute de médicaments et souvent affamés, Su et sa suite ne purent être épargnés de l'attaque par le vent chaud diabolique. Guxing, unique valet de Susiakreux durant son voyage, tomba malade dans cette pièce. Il garda le lit pendant plusieurs jours. Ce fut la première attaque la plus grave par maladie que
que Su et sa suite connurent après leur arrivée au Yunnan. Dans ses récits, Su utilisa l'expression « santé fragile » pour exprimer ses soucis et ses inquiétudes. En même temps, l'argent et les vivres qu'ils avaient amenés avec eux étaient épuisés. Chaque jour, ils vivaient du don qu'obtenait le moine compagnon de voyage. Ils étaient plongés dans une situation financière très difficile, dont Su avait l'habitude de supporter. Avant son arrivée au Yunnan, Su a été pillé 3 fois par des bandits de grand chemin. Le pillage sur le fleuve Xianjiang en 1638 lui causa la plus grande perte. Susiacreux fut dépouillé de tout son argent et de ses biens. Arrivé au Yunnan, Susiacreux peina à chaque pas. Dans ses récits de voyage, on voit apparaître plusieurs fois les mots « rupture de vivres »,« pas d'argent ». Dans un tel désarroi, celui à qui il pensait le plus était Trang Trai, un ami qu'il a connu à son arrivée au Yunnan. Né dans une famille de lettrés à Dining, Yunnan, Trang Trai a voyagé à l'intérieur du pays. À l'époque, il était très connu dans le Yunnan pour sa poésie, sa calligraphie et sa peinture. Comme il ne s'intéressait point au poste mandarinal, il avait un caractère très proche de celui de Susiacreux. De ce fait, dès leur première rencontre, ils devinrent amis intimes. Tous les jours, ils échangeaient leurs expériences et leurs connaissances acquises durant leurs voyages antérieurs et s'offraient des poèmes pour exprimer leur amitié. À part l'encouragement, vu la situation financière difficile de Susiacreux, Trang Trai se montra très généreux à son égard et lui procura une très grande aide financière. Trang Trai 非常慷慨，把他的家产的一半都拿出来送给了徐霞客，资助他进行科学考察。那么Trang Trai呢，留下了30多首诗给这个徐霞客。 Malgré la rupture de vivre et la hantise de la maladie, Susiacreux sentit vivement qu'il n'était qu'à 2 doigts de la destination dont il rêvait une dizaine d'années auparavant. L'embarcadère de Londié, canton de Jianbian, district de Yuanmo, est l'un des principaux embarcadères de Jingsha. Depuis des milliers d'années, il est toujours la porte de Kunming s'ouvrant sur le Sichuan. Luo Jinchang est un pêcheur de cet embarcadère. Il pêche dans le Jingsha depuis une trentaine d'années. Les montagnes et le fleuve, il les connaît par cœur. Chaque jour, après avoir rentré sa barque, il s'assoit ici pour fumer une cigarette et jouir de ce moment le plus agréable de la journée. Mais il ignore sans doute qu'il y a 370 ans, Susiacreux, accompagné de son valet malade depuis plusieurs jours, après avoir traversé la terre du sable mouvant, arriva enfin au bord du Jingsha, dont il avait rêvé une dizaine d'années plus tôt. Voilà l'une des destinations finales qu'il essaya d'atteindre après avoir traversé au prix de sa vie les terres les plus périlleuses.金沙江距离徐霞客的故乡有几千里地，
可他为什么偏偏对这条遥远的河流这么感兴趣呢？这一切都来源于流经他故乡的长江。Remontons le temps jusqu'à un certain jour du règne de l'empereur Wanli des Ming. Un jeune homme de grande taille, un peu bronzé, contemplait le fleuve Yangtze tumultueux. Une question le tourmentait depuis longtemps. Où prenait-il sa source, cet immense fleuve? Ce jeune était Susiakreux, qui avait moins de 20 ans. « 从小生在长江边上，他江阴人，看着这个长江是浩瀚，知其大不知其也，啊，他就想有一天啊，我要探本穷源，把这个长江的源头究竟是怎么回事了解个清楚。” Le Shanshu Hugong, premier livre de géographie de Chine considéré par les initiés comme un classique confucéen, comporta cette mention. Le fleuve Yangtze prend sa source au mont Minshan. Ainsi, jusqu'à la dynastie des Ming, on pensait que la vraie source du fleuve était le Minjiang, alors que le mont Minshan, dans le Sichuan, où le Minjiang prenait sa source, devint l'origine du fleuve Yangtze. Or, le grand érudit Susiakreux, dans son étude de la source du fleuve Yangtze, découvrit un point douteux. Selon le livre, le Minjiang, origine du fleuve Yangtze, avait un bassin beaucoup plus petit que celui du Jinsha. Cela est à l'évidence peu compréhensible. Le lieu d'origine du fleuve Yangtze serait-il vraiment le mont Minshan? Tourmenté par cette question, Susiakreux porta son regard sur le Jinsha, non complètement négligé dans le Shanshu Hugong. Par conséquent, il décida d'aller étudier ce fleuve sur place. C'était le vœu que Susiakreux avait voulu depuis longtemps concrétiser. En 1639, Susiakreux pénétra dans le Yunnan, terre du miasme, traversa Yuanmo, région interdite à la vie, et parvint enfin à la berge du Jinsha. 徐霞客到了金沙江边以后，看到金沙江上就长江上游金沙江的水文情况，然后他就会想起他的下游家乡的情况，这一定就会浮想联翩，一定就会有关于长江的许多的想象、推断，甚至他的一些科学的结论。 Plus tard, à mesure que les récits de voyage connurent des péripéties, le passage sur la Seine du Jinsha que Susiakreux vint pour la première fois à l'embarcadère de Longdié à Yuanmo fut perdu. Aucune mention sur cela ne nous est parvenue. Aujourd'hui, nous pouvons imaginer, après des dizaines d'années d'attente, combien Susiakreux serait ému de voir le fleuve galoper vers l'est. Le rêve qu'il avait fait dans son enfance de remonter le fleuve jusqu'à sa source semblait être à portée de main. Pour étudier de façon plus approfondie le bassin du Jinsha, il continua son exploration vers l'ouest, dans le cadre de son voyage exploratoire centré sur la source du fleuve Yangtze. 丽江古镇呢，可以说是徐霞客追寻长江源头的一个重要的里程碑。因为在这里，他即将面对重重的阻碍，未知的探险道路上充满了太多的艰辛。再加上他久负张力之躯，已经对他的身体产生了极其不良的，甚至可以说是致命的影响。那么这一段旅途，徐霞客又是怎样度过的？长江源头对于徐霞客来说，到底还有多远？ Des artisans sont en train d'enduire cette armoire d'une troisième couche de laque. Que deviendra l'armoire? Lui, il ignore. À ses yeux et dans sa main,
ce n'est que l'ébauche d'apparence banale, mais technologiquement très rigoureuse d'un lac. Le lac est un savoir-faire traditionnel en Chine. Ce bol de bois en lac rouge, exhumé aux ruines de la culture Remou-Dou dans le Zhejiang, remonte à une période d'il y a au moins 7000 ans. Durant ce long cours de l'histoire, le savoir-faire du lac s'enrichit, en passant du grossier au raffiné, du simple au sublime. Au début, c'était un objet pragmatique. Plus tard, il devint un objet décoratif. Le lac fut une importante composante de la décoration à la cour impériale. Pour ces magnifiques lacs, tout commence par la confection d'une ébauche, l'âme de l'objet. Il n'y a pas de limitation dans le choix de la matière pour le support de l'ébauche. Le bois est le plus couramment utilisé. Quelle que soit la matière utilisée, le processus de laquage est similaire. Le laquage comprend 2 étapes. La première étape consiste à enduire l'ébauche de façon homogène d'une mixture de poudre d'os, de corne, de briques, de laque brut et de gomme. L'objectif de cette opération est de recouvrir les nervures du bois et les défauts superficiels pour que la surface soit fine et polie. On renouvelle cette opération 2 ou 3 fois lorsque la couche de la mixture est séchée et poncée pour obtenir le meilleur résultat. Après cette application de mixture, le laquage proprement dit commence. On enduit l'âme de l'objet d'une laque de fond en plusieurs couches successives pour que la laque soit épaisse et la brillance soit mise en évidence. Selon le savoir-faire traditionnel, 3 couches de laque de fond sont indispensables. On passe de la laque de qualité faible à celle de première qualité pour obtenir une meilleure surface polie de la laque. Les 3 couches de laque ne s'accomplissent pas d'un seul trait. Chaque couche doit être séchée complètement, poncée et polie avant de commencer la couche suivante. Dans les conditions climatiques normales, les couches de mixture et de laque nécessitent chacune une journée entière pour être séchées complètement. Même pour une ébauche la plus simple, le processus de laquage nécessite au moins 6 jours. Une ébauche doit non seulement avoir sa surface homogène et lisse, mais aussi une brillance naturelle et palpable. Un tel résultat ne peut être atteint que par un polissage particulier. À l'aide de cheveux humains plongés dans une mixture de laque, on frotte la surface de l'objet jusqu'à ce que l'éclat superficiel disparaisse et donne naissance à la couleur de l'ébène. Ainsi traité, l'objet est devenu un lac fini. Si une décoration plus poussée est prévue, des opérations plus raffinées et plus complexes de dessin en couleur, de gravure, d'incrustation et de couverture de finition y seront menées. De l'Antiquité jusqu'à nos jours, des chefs-d'œuvre ne manquent pas. Chacune de ces pièces est le fruit du travail de beaucoup d'artisans associés. Le processus de laquage complexe et raffiné donne naissance à un monde de lacs merveilleux.